Après la pause et le journal, nous retrouvons nos chers invités pour l'émission de ce jour. Robert Kossiga, à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Joachim Italake, lui, il est journaliste et directeur de publication de Afrique Plume. Et Ashraf Ourosama, juriste assistant parlementaire, donc homme politique du PDP. On va prendre la direction de Tunis en Tunisie. Le président tunisien Kais Saïed s'en est pris violemment aux migrants subsahariens au cours d'une réunion de son Conseil national de sécurité mardi 21 avril. Il a annoncé des mesures urgentes pour faire face au phénomène dont le but, selon ses propos extrêmement durs rapportés dans un communiqué, est de transformer l'identité de son pays. La venue en Tunisie de ce que Kais Saïed appelle les masses incontrôlées venues du Sud ont un objectif, dit-il, transformer la Tunisie en pays africain seulement et l'arracher aux nations arabo-musulmanes. Robert Kossiga, à côté, votre réaction sur la sortie du président Kais Saïed? Non, c'est d'abord pas conseiller à une autorité aussi élevée que le président d'un pays qui, plus est un pays africain qui dénonce la présence des Africains sur son sol. Je crois que c'est un discours qui est contraire à l'intégration africaine que nous défendons nous tous. Et puis ça répond plus à la xénophobie et au racisme que développent toujours ces États maghrébiens vis-à-vis des autres pays subsahariens. Et cela dit, le président Kais Saïed a des difficultés. Il vit des moments, pays, hein. il vit des moments difficiles. Quand vous voyez un peu les deux élections qu'il a organisées. À tout le monde. Les élections qu'il a organisées, à peine 10% de la population. 9%. Voilà, 9%. Ce qui n'est jamais advenu même au temps de Ben Ali. Et aujourd'hui, il est décrié par toute la classe politique tunisienne, même les syndicats le décrit. Je crois que c'est quelqu'un qui a perdu la main, mais qui ne veut pas démissionner pour la simple raison qu'il a été élu président. Et donc aujourd'hui, c'est un discours qui n'est pas conseillé à un dirigeant de son rang. Et puis, je ne suis pas surpris quand je vois un peu ce que son ministre de la Communication a dit, que la Tunisie est ouverte à tous ceux qui respectent les lois, les lois d'immigration du pays. Mais je dis, ces discours ne peuvent que diviser les Africains, parce que si les autres États africains ne veulent pas sentir les Tunisiens sur leur sol, je ne crois pas quand même que la ZLCAF, que l'Union africaine encourage à développer des activités entre les États, puisse alors connaître peut-être une avancée. Ce serait un discours à condamner vivement et à ne pas souhaiter. Aujourd'hui, les Africains doivent accepter cohabiter avec d'autres États de l'Afrique, puisque tous les États ont des compétences. Si je prends aujourd'hui l'Europe et les États-Unis, il y a beaucoup d'Africains qui alors enseignent même dans les grandes universités, officient comme des grands médecins, des grands enseignants et des grands techniciens. Alors si aujourd'hui la Tunisie veut se fermer alors aux Africains, je crois quand même que cela ne peut que nous pousser à le dénoncer et à combattre alors ces genres de comportements. Joachim Italake, il s'agirait de conséquences selon le président Kais Saïed d'une entreprise criminelle ourdie au début de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Il a accusé des partis sans préciser lesquels d'avoir reçu une grosse somme d'argent après la révolution de Jasmine en 2011 pour installer les migrants subsahariens dans son pays. Il va très loin, le président Kais Saïed. Oui, vous savez, cette déclaration du président a choqué plus d'un. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que est-ce que la Tunisie elle-même est un Eldorado? Est-ce que c'est un paradis sur terre? Parce que selon le rapport émis par les autorités italiennes en 2022, il y avait près de 32 000 clandestins, migrants clandestins. Et sur les 32 000, notez bien, il y avait 18 000 Tunisiens qui fouillaient la Tunisie pour aller se réfugier en Italie. C'est un point aussi très important.
Alors, comment se fait-il que eux, dans leur pays, il y a aussi des gens qui cherchent aussi à fuir leur pays et au même moment, ils traquent aussi des gens qui veulent le chuter. Bien sûr, raisonnablement, il faut condamner sous toutes ses formes le fait de passer par des moyens clandestins pour arriver dans un pays parce que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout conseillé. Mais ici, ça n'encourage pas, comme l'a dit l'aîné, il dit, ça n'encourage pas l'intégration africaine dont nous clamons haut et fort. La ZLECAf qui est aujourd'hui à la pompe sur tous les médias et tout. Alors, quel est l'enseignement qu'on peut retirer de tout, de tout ça? Moi, je trouve pertinemment que, personnellement, qu'il faut forcément que le président revienne en réalité sur ses propos. Mais est-ce que nous pourrions en réalité revoir la manière, qu'est-ce qui chasse ces jeunes-là vers ces milieux? Parce que la majorité des personnes, des jeunes personnes surtout, situées entre l'âge de 18 à 40 ou 45 ans, fuient les pays pour des problèmes, pour des soucis, pour peut-être un problème. Mais l'analyse aussi faite sur ces personnes qui fuient ces pays, c'est que les personnes qui fuient ont en réalité quelque chose. Ils font partie de la classe moyenne. Parce que un jeune migrant qui quitte peut-être le Mali pour la Tunisie peut engager même des frais jusqu'à 500 000 ou 700 ou 800 000, voire 1 million et plus. Alors, cela suffirait normalement de pouvoir asseoir une économie, installer quelque chose. Alors, ce sont les politiques d'encouragement, les politiques d'enseignement, les politiques d'éducation à l'entrepreneuriat, les politiques d'éducation à l'embauche des jeunes qui échouent dans nos pays. Alors, on peut aujourd'hui accuser Kais Saied de pouvoir faire des déclarations contre, en tout cas contre les Africains, mais ici, on doit s'interpeller soi-même et faire en sorte que nous puissions retrouver notre dignité, parce que ça fait mal lorsque l'Africain, partout où il va, il sème la désolation, il sème la discorde, il sème, je ne sais pas comment appeler le terme. Il faut forcément qu'on impose, qu'on arrive quand même, nous, Africains, on arrive à un moment donné, nous imposer le respect à nous-mêmes. Vous savez, ces genres de déclarations, c'est ça qui envenime, parce que les pays maghrébiens, vous rappelez de comment nos sœurs sont trimballées un peu partout, qui sont à travers les réseaux sociaux, on voit comment les Arabes utilisent nos jeunes sœurs ou même nos frères qui sont là. Alors ce sont ces discours qui essayent quand même de mettre de feu sur l'huile, qui n'encouragent forcément pas la cohésion entre les pays. Il serait peut-être sage, parce que entre présidents, de pouvoir faire une concertation, s'il y avait quand même un minimum de respect que Saïd donnait au pays, au président de l'Afrique de l'Ouest, de mettre, en tout cas, ne serait-ce que par voie diplomatique, d'interpeller donc les pays dans lesquels les migrants sortent plus vers leur pays, de pouvoir interpeller et faire en sorte qu'ils puissent avoir un accord diplomatique pour l'arrêt donc de ces migrants. Mais le dire d'une manière brute sans pouvoir faire une diplomatie en dessous, je pense que c'est de l'insulte non seulement au peuple togolais, mais aussi à tous ceux qui dirigent. Et là, la responsabilité est à partager, surtout nos dirigeants qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font pour empêcher les jeunes de partir? Ils doivent être interpellés, ils doivent être conscients, ils doivent rentrer dans leur fond pour dire, tiens, ça suffit, il faut qu'on impose le respect. Alors, Ashraf Ourosama, le président, s'est ensuite emporté contre la violence, les crimes et les actes inacceptables dont l'immigration serait prétendument la source. Pour lui, aujourd'hui, l'immigration est la source de tous ces problèmes, après avoir dézingué entre-temps tous les partis d'opposition, surtout Ennahda, dans son pays. Oui, mais vous savez, le lien de causalité qui existe entre l'immigration et la violence a fait l'objet d'études sociologiques. Et ce sont des débats qui reviennent souvent. Rappelez-vous de l'élection présidentielle en France, je veux parler de l'année surpassée, ou l'année passée autant pour moi, où vous avez un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, qui théorisait également ces idées-là. Et donc, ces idées-là ne datent pas d'aujourd'hui. Pour revenir au cas Kait, pour moi, c'est une forme d'hypocrisie, parce que quand moi je vois des Africains souvent qui s'indignent des déclarations d'un certain nombre d'États, que ce soit occidentaux ou arabes, c'est qu'il faut quand même se remettre vraiment en question. Moi, je prends quand même des exemples palpables. Vous avez aujourd'hui, en Afrique du Sud, des Zimbabwéens qui sont pris à partie, parce la xénophobie qui est sans cesse grandissant, et
vous avez des Sud-Africains qui disent à leurs confrères de rentrer chez eux. Oui. Voilà. Vous avez également le Nigeria qui a riposté, même dans ce élan de haine-là, contre également des Sud-Africains. On parle de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage est toujours en cours en Mauritanie. En Mauritanie, même dans nos États. Est-ce qu'il y a une condamnation de l'Union africaine? Même dans nos États. C'est pour vous dire que la haine viscérale contre les humains existe également dans nos États. Vous avez également des communautés étrangères qui sont prises en étau également dans nos pays ici. Vous vous rappelez parfois des Africains qui sont d'origine nigérienne, lorsqu'on accuse un Nigérien d'avoir peut-être fait le trafic d'organes, c'est toute la communauté qui est ciblée. Et donc c'est pour vous dire tout simplement que ce sont des problèmes récurrents qui reviennent toujours en place. Et donc, c'est quoi la solution? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait les rapports sur les états d'immigration, on constate que la plupart du temps, ce sont des Africains qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Et donc, il faut chercher les causes du départ de tous ces jeunes-là. Et donc, pour moi, accuser un président de la République de défendre l'identité culturelle, l'identité nationale, pour moi, un pays, pour moi, n'est pas un défaut. Pour moi, n'est pas une. Mais en revanche. Mais quand il dit que tous les problèmes viennent de ces immigrants. Oui. Non, pour moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec lui quand il dit. Parce que vouloir expliquer ou donner des réponses explicatives, peut-être aux échecs économiques ou politiques ou sécuritaires de la Tunisie, et sur des aspects migratoires, pour moi, n'est pas valable. Et donc, il revient aux pays africains de prendre quand même leurs responsabilités. Il faut chercher les causes du départ de tous ces jeunes-là qui affluent les côtes méditerranéennes. Vous vous rappelez, même tout récemment, même l'année passée, il y a eu également des actes de xénophobie constatés également au Maroc. Un pays également. Donc, la négrophobie dans les pays arabes, excusez-moi pour le terme, c'est courant. Vous l'avez vu avec l'affaire Porti Porta, cette fameuse affaire-là. Donc, j'estime que sur toute la planète Terre, je suis désolé pour revenir à l'identité culturelle, à la race, c'est-à-dire que les Noirs n'arrivent pas à imposer le respect. Et si vous n'arrivez pas aujourd'hui à imposer le respect, si vous n'avez pas le poids économique, je suis désolé, personne ne vous considère. Personne ne vous considère. Et donc, vous avez des Maghrébins aujourd'hui qui ont une offensive diplomatique extrêmement forte sur le continent africain, mais la réciprocité n'existe pas. Vous avez aujourd'hui le Maroc qui a formulé une requête d'adhésion à la CEDEAO, alors que géographiquement, il ne fait pas partie de cet espace d'intégration-là. Et donc, pour moi, j'estime que le président du Tunisien a totalement tort de trouver toutes les tares, toutes les carences économiques, tous les échecs aujourd'hui sur les aspects immigratoires. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il appartient au président africain de prendre des mesures, peut-être d'élaborer des politiques publiques beaucoup plus pertinentes pour mettre fin vraiment à cette hémorragie-là. Nous n'allons pas continuer cela. Et donc, moi, j'estime que c'est également une forme d'hypocrisie parce que nous ne nous aimons pas également dans nos pays. Vous avez des communautés qui sont prises à partie. Vous avez des États qui ne condamnent même pas. Aujourd'hui, quand vous prenez le secrétaire général des Nations Unies, Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, je n'ai pas vu une déclaration de Moussa Faki Mahamat condamnant les propos de l'Akaï Saïd. Je veux parler du président de la commission de l'Union africaine. En Europe, aujourd'hui, quand on prend l'Union européenne, qui est l'espace d'intégration le plus abouti, vous avez la Pologne qui a connu une sanction de retrait obligé même de la communauté. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous tenez de tels propos, lorsque vous n'adhérez pas aux exigences démocratiques d'une communauté, qu'est-ce qu'on fait? L'intégration peut vous exclure de la communauté. Mais aujourd'hui, avec de telles déclarations qui sont extrêmement graves, est-ce que l'Union africaine a condamné? Est-ce qu'elle a réagi? Est-ce qu'ils ont menacé même la Tunisie, même d'exclusion, même de l'Union africaine? Non. Donc c'est pour vous dire tout simplement que cette torpeur des espaces d'intégration sous-régionales ou continentales donne le libre cours à tous ces gens-là de faire des déclarations en toute impunité. Il s'est enfin prononcé sur une action à tous les niveaux diplomatiques, sécuritaires et surtout militaires, et à une application stricte de la loi sur les étrangers et le franchissement illégal des frontières. Il va appliquer sans doute les lois pour empêcher les lois de rentrer en Tunisie.
Oui, c'est pourquoi j'ai parlé tantôt de xénophobie et de racisme avéré. Alors, si le chef de l'État donne déjà le ton, ça voudrait dire que ceux qui sont tunisiens et qui ont dans le sang le racisme et la xénophobie ont maintenant le vent en poupe pour aller à l'encontre de ces Noirs qui sont émus par l'esprit d'aller trouver l'Eldorado européen. Et sincèrement, ça fait mal. Et ça interpelle aussi nos dirigeants de trouver les voies et moyens par lesquels donner de l'opportunité à la jeunesse de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de générations qui ont été sacrifiées en Afrique, mais que alors cette nouvelle génération puisse trouver alors des aides et puis des accompagnements de nos États pour valoriser, pour faire valoriser alors dans nos pays africains leur capacité intellectuelle et puis leur savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez un peu sur le plan sportif, ce sont les Noirs qui animent beaucoup de sélections nationales européennes, américaines. Si vous prenez l'athlétisme, les Noirs portent le maillot d'autres pays européens. Les États-Unis, voilà, la Jamaïque. Or, chez eux, ils n'ont pas cette possibilité de porter alors le maillot là. Cela interpelle, comme l'a dit M. Laquet, nos dirigeants pour qu'ils puissent donner, alors pour qu'ils puissent créer les conditions idoines par lesquelles les jeunes peuvent exprimer leur talent facilement et être reconnus à juste titre. Aujourd'hui, j'ai toujours dit sur ce plateau que ceux qui ont des talents sont toujours ignorés par peut-être nos sélections et puis par l'État dans plusieurs choses. Et c'est ce qui pousse alors ces gens-là à vouloir quitter le pays et aller alors vendre leur talent ailleurs. Si alors l'État peut leur trouver les conditions par lesquelles ils peuvent s'exprimer, ils peuvent vous vendre de quoi ils sont de leur talent et tout, je crois quand même que on dit c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver tout le bonheur dans un pays étranger. Quel que soit ce que vous trouvez là-bas, vous n'allez pas perdre alors, je ne sais pas, les souvenirs de votre pays d'origine. C'est comme quelqu'un qui est togolais, qui est en France ou en Allemagne, quel que soit ce qu'il va trouver là-bas de bien comme héritage, il ne peut jamais oublier Ademé et ses consorts du Togo. Vous voyez, donc vivement que les temps pensent à comment faire pour donner les moyens aux jeunes générations pour pouvoir alors faire leur vie, réussir ici au lieu de chercher à aller ailleurs. Et puis on ne fait que développer, donner plus, je ne sais pas, de quoi à développer les autres continents à notre détriment. Parce que ceux qui sont là-bas, par exemple, si nous prenons les médecins, aujourd'hui nous manquons de médecins dans nos hôpitaux, dans nos cliniques ici. Or, ils sont plusieurs qui sont très calés, mais qui sont là-bas. Moi-même, j'ai eu cette expérience-là. J'ai pratiquement attendu plus de 4 mois un urologue qui puisse m'opérer des reins. Et c'est pas la force des choses qu'un Togolais, un jeune Togolais de moins de 40 ans est venu pour une autre personne et qui, par la force des choses, m'a opéré des reins. Or, j'étais en voie de perdre mes reins. Oui, parce que quand on commence par vous faire la dialyse, vous n'êtes plus vivant. J'étais à un pas de dialyse, mais le gars est venu pour une autre personne. Il m'a trouvé le même jour qu'il est descendu des avions, mais il m'a sauvé la vie. Donc moi j'ai dit, si aujourd'hui cette personne-là n'était pas revenue, peut-être que je ne serais pas sur ce plateau. Or, c'est un Togolais, né de père et de mère. Donc, nous perdons beaucoup de matière grise à cause, alors, de la somnolence de nos dirigeants. Nos dirigeants dorment trop. Cette diatribe est survenue quelques jours seulement après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes ont dénoncé la montée du discours haineux et raciste en Tunisie dans tous les coins. On va marquer la dernière pause. On revient avec vous, chers invités, pour la suite et l'affaire.